Alors, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là en grand nombre. J'aime toujours pouvoir parler de ces sujets avec des gens si intéressés que vous êtes aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des jeunes contrevenants qui sont à la fois, il me manque le pointeur, à la fois auteurs et victimes de violences et de leurs troubles de santé mentale. Donc, pour ceux qui étaient à la conférence de Denis Lafortune, là, plus tôt, c'est dans la même veine, mais je considère beaucoup tous les traumas auxquels ces jeunes peuvent être exposés tout au cours de leur vie. Alors, tout d'abord, je discuterai avec vous là, des événements traumatiques puis des symptômes post-traumatiques que ces jeunes peuvent vivre. On regardera qu'est-ce que c'est que des symptômes traumatiques et le trouble de stress post-traumatique, le trauma complexe, donc essayer un peu de démêler tout ça. Puis, je vous présenterai les résultats d'une étude là, qui date déjà de quelques années, mais où on a évalué la santé mentale des jeunes contrevenants, qui étaient associés ou non à un gang de rue. Dès le départ, j'aimerais vous dire que gang de rue, là, comment il faut le voir, je ne veux pas qu'on rentre dans les détails là, du tag gang et de qu'est-ce que c'est qu'une identification au gang, mais c'est bien, voyez-les comme des super délinquants. Donc, quand je parlerai de jeunes contrevenants associés aux gangs de rue, voyons-les comme des plus grands délinquants, plus de précocité en général, plus grande fréquence, plus de gravité de la délinquance. Et finalement, j'aurai quelques réflexions pour vous que j'aimerais vous partager, mais aussi qui, j'espère, vont aussi alimenter les vôtres, là, puis des pratiques à mettre en place. Donc, au début de nos recherches, d'où ça vient, toute l'origine de ces réflexions au sujet de la santé mentale des jeunes contrevenants. En fait, vous le savez, vous êtes convaincus, vous voyez que les jeunes, ils ont toutes sortes de problématiques de santé mentale, ils ont toutes sortes de symptômes. Mais ce qu'on voit le plus en général, hein, on a tendance à voir fortement tout ce qui est des troubles des conduites, hein, puis tout ce qui est des troubles extériorisés. C'est pour ça qu'on les connaît, ces jeunes-là, en général. On ne les connaît pas nécessairement parce qu'ils ont des troubles de santé mentale, parce qu'ils ont des troubles plus intériorisés, mais on voit ce qui déborde. Hein. Donc, quand on compare des échantillons, par exemple, c'est ça, hein, mes cercles, ils font référence, par exemple, à un échantillon. Mettons que j'ai 10 jeunes avec des troubles anxieux. Si je regarde dans cet échantillon de 10 jeunes avec des troubles anxieux, en général, je vais plus avoir de l'ordre de 10% à peu près de ces jeunes qui vont aussi avoir un trouble des conduites. Mais si, à l'inverse, je regarde un groupe de 10 jeunes avec un trouble des conduites, j'ai près de 50% de ces jeunes qui présentent certains symptômes anxieux, 40% chez qui, selon les études, là, qu'on pourrait arriver à un diagnostic de trouble anxieux. Donc, ça montre bien que quand on a des troubles extériorisés, on a, selon les études, jusqu'à 7 fois plus de risques d'avoir aussi un problème intériorisé. Donc, ça mérite qu'on s'y attarde, qu'on regarde qu'est-ce qui se passe chez ces jeunes-là. Denis Lafortune, tantôt, nous parlait de quelques prévalences générales des troubles de santé mentale chez les jeunes contrevenants. Si on regarde dans la littérature, on regarde, il y a des très grandes différences de prévalence des troubles de santé mentale selon les études. Ça dépend de plein de facteurs, notamment l'échantillon qu'on utilise. Est-ce qu'on utilise comme échantillon des jeunes judiciarisés en garde, par exemple? Ou est-ce qu'on utilise des jeunes qui nous disent qu'ils ont déjà fait un délit? Ou on regarde encore des jeunes récidivistes. Donc, évidemment, on n'aura pas les mêmes taux. Hein, selon notre échantillon, on n'a comme pas le même dénominateur, finalement. Mais, grosso modo, on peut voir que c'est le trouble des conduites, évidemment, là, qui est le plus fréquent, puisque avoir commis un délit, c'est le premier critère. Donc, évidemment, selon les études, là, c'est le trouble des conduites qui est le plus prévalent. Mais le trouble dépressif majeur, on peut avoir jusqu'au tiers des jeunes contrevenants qui présentent un trouble dépressif majeur. Là, si aujourd'hui, j'y vais, là, puis je les évalue. Le trouble de stress post-traumatique, c'est entre 11 et 33 %, entre 11 et 32 %. Donc, beaucoup de jeunes aussi qui présentent un trouble de stress post-traumatique. Le trouble de stress post-traumatique, c'est un trouble qui est sévère. Hein? Pour avoir un trouble de stress post-traumatique, le premier critère, c'est d'avoir vécu un trauma. Donc, un événement au cours duquel on pense que notre propre vie ou celle de quelqu'un d'autre a été mise en danger, menacée, ou on a vu quelqu'un mourir devant nous. Puis, on en subit des conséquences, puis on a des symptômes qui persistent suite à cet événement traumatique. Donc, c'est un trouble qui est quand même assez sévère. Et on retrouve dans nos établissements beaucoup de jeunes qui présentent ça aussi.
Au niveau des troubles anxieux, c'est au moins 20 des jeunes qui présentent des symptômes qui pourraient mener à un diagnostic. Puis si on fait juste regarder les symptômes du trouble anxieux et non pas les diagnostics, bien, ça serait encore plus. Et plus le jeune présente une délinquance élevée, plus que son risque d'avoir un trouble anxieux est élevé aussi. Le TDAH aussi est très élevé, évidemment. C'est de 2 à 4 fois plus élevé qu'en population générale. La psychose aussi est élevée et la schizophrénie aussi, mais dans des moindres proportions. Donc, c'est moins ce qu'on voit là, chez les jeunes qu'on a dans nos établissements, mais quand même, sachez qu'il y en a plus qu'il y en a en population générale. Qu'est-ce qu'on sait au niveau de l'exposition au traumatisme chez les jeunes contrevenants? Présentement, on s'aperçoit que partout à travers le monde, aux États-Unis, au Canada, on s'aperçoit que les jeunes contrevenants sont souvent exposés à des événements traumatiques. Ces événements traumatiques, comment on peut les qualifier? C'est des événements qui sont perçus et vécus comme dangereux et menaçant la vie. Ces événements peuvent être vécus dans l'enfance. Donc là, on parle de maltraitance, de négligence, d'abus sexuels, d'abus émotionnels. Donc, avoir été pris, par exemple, en charge en protection de la jeunesse, avoir reçu un signalement. Mais aussi, ces événements peuvent avoir été vécus plus récemment dans les relations avec les pairs, par exemple, ou avec la communauté. Donc, par exemple, avoir été victime d'une agression armée, d'une tentative de meurtre. Donc, le style de vie délinquant contribue, en fait, au risque d'exposition à la violence et donc au fait d'être victime de cette violence-là dans laquelle on évolue tout le temps. Donc, il y a à la fois les traumas qui sont vécus dans l'enfance et des traumas qui sont vécus plus récemment. Une chose qu'il faut aussi qu'on soit bien conscient quand on s'intéresse aux événements traumatiques, ce n'est pas l'événement en tant que tel qui est le traumatisme. C'est bien ce qu'on interprète suite à l'événement. Un exemple, tout le monde ici, on pourrait vivre un même événement. Par exemple, je ne sais pas, là, il y a le projecteur qui tombe. Tu sais. Mais peut-être qu'il y a des gens pour qui ça va être un traumatisme, donc ils vont continuer à y penser à chaque fois qu'ils vont venir dans un amphithéâtre, ils vont repenser à ça, mais il y en a pour d'autres que ça ne leur dérangera pas finalement. Donc, ce n'est pas vraiment l'événement qui est traumatique, mais c'est bien l'interprétation qu'on en fait et la réaction qu'on a. Donc, quand on parle de ce type de trauma, d'un événement très ponctuel, puis suite à quoi on a des conséquences, surtout au niveau anxieux, par exemple de l'hyper-réveil, on a la difficulté à dormir, etc., on va parler d'un trouble de stress post-traumatique. On parle aussi du trauma complexe ou de trauma développemental. Donc, quand je parlais des traumas vécus dans l'enfance, du côté de la négligence et de l'abus, on va parler du trauma complexe. Le trauma complexe, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un trauma qui va être plutôt de nature interpersonnelle, qui va être vécu de façon répétitive, persistante, par exemple dans l'enfance, par quelqu'un qui devrait être quelqu'un qui nous protège, donc un donneur de soins, par exemple. Et donc, c'est ça, donc, ça va avoir une nature interpersonnelle, persistante à travers le temps. Puis, ça va arriver à des moments développementaux qui vont être charnières, donc, par exemple, dans l'enfance. Donc, ça fait en sorte que les personnes, ensuite, ils ont de la difficulté à faire confiance, puis ça va avoir un impact sur toute la régulation émotionnelle qu'il va y avoir ensuite. Donc, les deux types de traumas, les deux types d'exposition à des traumatismes, ils peuvent être vécus par des jeunes qu'on connaît dans nos systèmes. Qu'est-ce qu'on sait aussi? C'est jusqu'à 95% des jeunes contrevenants, quand on leur en parle, ils nous révèlent avoir vécu un événement traumatique au cours de leur vie. Évidemment, en population générale, plus on vieillit, plus qu'on va révéler d'événements traumatiques, plus qu'on aura eu la chance ou le risque de vivre des événements traumatiques, plus qu'on avance en âge. Mais donc, même dans une population de jeunes contrevenants, on remarque qu'il y en a beaucoup. Entre 3,8 et 7,5 événements en moyenne. Donc, vraiment, il y en dénote beaucoup. Ce n'est pas un seul événement, mais c'est bien, j'ai été agressée sexuellement, ensuite, il m'est arrivé telle chose, telle chose, telle chose. Donc, vraiment beaucoup. Et pour la plupart, le premier événement est survenu avant l'âge de 5 ans. Et pour la plupart, c'était soit une notion de maltraitance ou encore d'avoir été exposé à de la violence. Violence, par exemple, dans la communauté ou violence conjugale. Quand on regarde aussi chez les jeunes, puis on leur demande un événement traumatique qu'ils ont vécu plus récemment,
dans 60% des cas environ, ils vont nous parler d'un événement traumatique qui a lieu au contexte délinquant. Donc, par exemple, ils vont nous dire « Mais moi, j'ai vu mon meilleur ami se faire poignarder » ou encore lorsque je me suis fait arrêter dans un parc, j'ai couru, puis je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé derrière moi, j'ai entendu des coups de feu. Donc l'événement traumatique, dans 60% des cas, là, chez les jeunes contrevenants, est lié à leur contexte. Donc, en ce sens-là, les événements traumatiques semblent être un développement, un catalyseur au développement de la délinquance, quand je vous dis que la plupart ont vécu des traumas avant l'âge de 5 ans. Et puis, en même temps, c'est comme si ça précipitait l'engagement dans un style de vie délinquant qui, à son tour, augmente le risque d'exposition à des événements traumatiques. Donc, le fait que ces jeunes sont à la fois des auteurs de violences, mais aussi, ils sont des victimes. Et l'un n'excuse pas l'autre pour autant. C'est pas parce qu'on considère ces jeunes comme étant des jeunes qui ont vécu des traumas dans l'enfance, qui continuent d'en vivre à l'adolescence, dans leur délinquance, qu'ils sont pas moins auteurs. Donc, il y a toute cette notion-là et cette gymnastique intellectuelle qu'on doit faire quand on s'intéresse à ces jeunes et puis qu'on doit s'intéresser aussi au fait qu'ils sont victimes de violences, mais dans le contexte où c'est un peu eux qui la créent, puis ils se mettent dans le trouble finalement. Donc, qu'est-ce qu'on sait de la santé mentale des jeunes contrevenants québécois? Donc, dans une recherche, comme je vous disais, qu'on a fait il y a quelques années, on a rencontré 212 jeunes contrevenants âgés de 15 à 25 ans. La plupart venaient des centres jeunesse. À peu près 57 là, venaient des services correctionnels au Québec. Donc, on leur a passé des questionnaires auto-révélés, puis une entrevue standardisée aussi pour voir à quel diagnostic on aurait pu arriver. Et puis, on a aussi fait une entrevue semi-directive, donc une entrevue qualitative avec 25 participants là, qui se disaient associés aux gangs de rue, donc qui étaient âgés de 15 à 19 ans. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats qui viennent de cette étude. Puis, j'aurai des extraits de verbatim à vous lire où on voit bien qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes-là, qui peuvent les mettre tant à risque, qui font en sorte qu'ils sont victimes, finalement, de leur propre délinquance. Donc ici, le MINI, c'est un outil qu'on a utilisé qui était à l'aide des critères du DSM-4. Donc, ce n'est pas des diagnostics qui ont été posés par un professionnel de la santé mentale ici, mais ce sont des symptômes qu'on a évalués qui pourraient mener à un diagnostic, comme dans le cadre d'une étude, et on avait d'excellents auxiliaires de recherche, mais ce n'étaient pas des spécialistes en santé mentale. On ne peut pas dire que c'est un diagnostic, mais bien une indication diagnostique. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Donc, au niveau de l'épisode dépressif, mais on se situe à peu près comme ce qu'on retrouvait dans la littérature jusqu'à présent. Donc, selon les groupes, vous avez en gris, c'est l'ensemble de notre échantillon. En bleu, ce sont les jeunes associés aux gangs de rue, alors qu'en vert, c'est les jeunes qui étaient non associés aux gangs de rue. Donc, près de 20% là, des jeunes qui présentent un épisode dépressif majeur, c'est ce qu'on retrouvait dans la littérature. Au niveau du trouble de stress post-traumatique aussi, on s'approche au taux qu'on retrouve dans la littérature, mais ce qu'on peut voir, c'est que les jeunes associés aux gangs, donc ceux qui étaient les plus grands délinquants finalement, donc probablement ceux qui sont dans un contexte de vie plus délinquant, font une plus grande délinquance aussi, ils ont commencé plus tôt, sont 39% qui auraient pu rencontrer les critères d'un trouble de stress post-traumatique. Donc, d'avoir vécu l'événement extrêmement traumatique et d'en subir les conséquences actuellement au moment où on les a rencontrés. C'est quand même 29% des jeunes contrevenants non associés aux gangs qui rencontraient ce critère-là, ce qui est beaucoup aussi, mais la différence était significative. Au niveau de la dépendance à l'alcool, on n'est pas surpris, c'est très élevé, dépendance aux drogues aussi. Puis quand on combine tous les troubles anxieux et de l'humeur, bien, on voit plus de 50% des jeunes qui arriveraient à un diagnostic, ce qui rejoint les taux présentés là, plus tôt ce matin. Au niveau du risque suicidaire aussi, parfois on a tendance à croire qu'ils ne présentent pas tant que ça un risque suicidaire élevé, mais en fait, oui, près de 15% des jeunes contrevenants associés aux gangs nous ont dit que lors du dernier mois, ils avaient pensé ou souhaité être morts. Donc quand même qu'il y avait des pensées suicidaires.
Penser à se suicider concrètement, 8,8 % au cours du dernier mois, ce qui est beaucoup parce que c'est assez restrictif le dernier mois. Des plans pour se suicider, 7,5 % et une tentative de suicide dans la vie entière, dans l'ensemble de l'échantillon, c'était 18 %. Quand on regarde des choses vie entière, je vous le rappelle, hein, plus on est jeune, plus ça devrait être marginal. Mais quand même, avec notre échantillon d'âgés entre 15 et 25 ans, c'était 18 % qui avaient déjà fait une tentative de suicide dans leur vie. On a aussi regardé les traumatismes dans l'enfance à l'aide du CTQ. Le CTQ, c'est le Child Trauma Questionnaire, où on demande dans 5 domaines, là, est-ce que vous avez déjà été victime donc, de négligence émotionnelle, d'abus émotionnels, négligence physique, d'abus physiques ou d'abus sexuels. Donc, on a essayé de voir est-ce qu'ils nous en rapportent beaucoup. Quand on compare avec d'autres études où ils se sont intéressés à des adolescents, par exemple, en centre jeunesse, mais pris en charge par la protection de la jeunesse, les taux, ils sont un petit peu plus bas. Donc, au départ, on s'est dit, bien, comment ça que c'est plus bas? Dans la littérature, on dit qu'ils ont été exposés beaucoup. C'est auto-révélé, ça. Et quand on fait l'exercice d'aller voir dans les signalements effectifs, c'est pas si plus bas. Donc, il y a comme une mise à distance des traumas qu'on a vécus dans l'enfance chez ces jeunes. Néanmoins, ici, dans ce tableau plutôt complexe, là, on peut voir que la négligence émotionnelle est quand même assez prévalente. Donc, c'est moins de 50 % qui révèlent aucune négligence émotionnelle. T'sais, on peut le regarder comme ça. Donc, la plupart, ils révèlent qu'ils ont déjà été victimes de négligence émotionnelle. Et quand on regarde les abus physiques chez les jeunes associés aux gangs de rue, c'est quand même assez élevé. Donc, même s'ils nous en révèlent moins que peut-être ce à quoi on s'y attendait, quand on regarde plus en détail, on s'aperçoit que, bien, ça fait du sens avec ce qu'on voyait, que les premiers traumas, ils datent d'il y a longtemps, finalement. On a aussi évalué la personnalité de ces jeunes associés aux gangs de rue en comparaison avec d'autres jeunes contrevenants non associés aux gangs. Ici, je pense que je n'ai rien à vous apprendre nécessairement en vous disant que ces jeunes sont colériques, hostiles, dominants, ils recherchent des sensations fortes, ils entrent peu en relation avec des gens agréables, ils ne croient pas en l'honnêteté des autres, il y a une tendance à l'égocentrisme, à la compétitivité. Tout ça fait en sorte que c'est difficile d'intervenir auprès de ces jeunes-là. C'est difficile aussi d'avoir une certaine empathie envers eux quand devant nous, on a un jeune qui se présente comme ça. À vos souhaits. On a aussi évalué la prise de risque chez les jeunes contrevenants. Je vous ai dit, ils s'exposent à toutes sortes de choses. Je dis, ils se mettent un peu dans le trouble, donc peut-être qu'ils sont un peu victimes de ce dans quoi ils se mettent. Donc, on a évalué leur délit comme façon de s'exposer à certains risques. Donc, est-ce que tu as déjà utilisé une arme lors de délit? T'es-tu déjà blessé lors d'un délit? As-tu déjà fait une intro par infraction, etc.? On évalue aussi la conduite automobile, parce que la conduite automobile, quand on évalue la prise de risque, c'est une bonne façon d'évaluer la prise de risque et la tendance à la prise de risque, puisque c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Ici, tout le monde à peu près est venu en auto. Si vous aviez voulu, vous auriez pu prendre toutes sortes de risques, donc c'est possible facilement. Donc, c'est pour ça qu'on évalue la conduite automobile à risque. Les comportements sexuels, c'est un petit peu la même chose. L'outil est assez disponible facilement, si je peux m'exprimer comme ça. Et puis, on a aussi évalué d'autres situations comme avoir vu quelqu'un mourir, avoir été poignardé ou avoir vu quelqu'un être poignardé. Donc, on a essayé de voir est-ce que ça leur arrive à ces jeunes. Si on regarde la conduite automobile à risque, première des choses, là, vous apercevez que mes graphiques sont assez élevés. Donc, pas mal tout le monde, dans nos jeunes contrevenants, ils font de la conduite automobile à risque. J'ai essayé d'être sévère un petit peu plus là, quand j'ai calculé ces prévalences, puis j'ai fait conduite en étant intoxiqué, mettons, plus qu'une fois. Tu sais, si c'est une fois, on va faire semblant que ça n'existe pas. Mettons, plus qu'une fois, c'est quand même très élevé. Près de 60 % des jeunes nous ont dit qu'ils ont déjà conduit en étant intoxiqués. Je vous rappelle qu'ils sont jeunes, ils ont moins d'opportunités dans la vie de le faire. Avoir conduit sans permis plus d'une fois, 73 %. Avoir conduit à 160 km/h ou plus, 63,2 %. Oui. Avoir été pris dans une poursuite policière, 27,4 % de nos jeunes. Je ne sais pas, mais moi, là, d'habitude, là, s'il y a une police là, qui allume ses gyrophares, je vais me tasser.
je m'en irai pas faire une poursuite policière. Donc, ça nous dit à quel point que ces jeunes, ils vivent soit dans un contexte où ils ont comme la façon de prendre des risques va être là. Fait que ça nous montre que, ça peut mal virer, là, toutes ces affaires-là. Hein? Faire du car surfing, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, c'est de se mettre debout sur une auto pendant qu'elle avance. Ça aussi, c'est une idée qui nous paraît saugrenue, mais que 12,7 % des jeunes nous ont révélé avoir fait. Vous comprenez donc qu'ils peuvent s'exposer à toutes sortes de choses qui vont mal. Au niveau des comportements sexuels à risque aussi, c'est très élevé. Donc, avoir une relation sexuelle avec un inconnu, avoir une relation sexuelle en étant intoxiqué encore une fois plus qu'une fois, avoir été responsable d'une grossesse. Ce sont des adolescents garçons qu'on a rencontrés. Avoir été responsable d'une grossesse, et là, c'était même significatif entre les jeunes associés aux gangs et les jeunes non associés aux gangs. Donc, les plus délinquants, plus de 50 % nous disent « j'ai déjà été responsable d'une grossesse ». Après, on avait posé d'autres questions, là, savoir si la grossesse a mené à un enfant, à une naissance effective. Dans les faits, ça continuait à suivre cette tendance-là, où les plus délinquants étaient plus souvent responsables d'une grossesse. Ça pose plein d'autres questions au niveau phylogénétique, là, de pourquoi on se reproduit autant, mais bon, ça, c'est une autre question très intéressante par ailleurs. Donc, on voit qu'au niveau de la conduite automobile, ils prennent des risques. Au niveau des comportements sexuels, à risque aussi. On a évalué aussi d'autres prises de risque. Je vous ai dit qu'on est allé voir donc des entretiens. On a rencontré des jeunes, puis on a fait des entretiens avec eux. Puis lors de ces entretiens, on leur demandait, est-ce que tu fais des choses, toi, des fois, que tu considères risquées, ou est-ce que ça t'arrive d'avoir peur? T'sais? La première chose qu'ils nous disaient, c'est eux autres qui n'ont pas peur, là. Mais je vais vous lire des extraits il faut qu'on regarde derrière les premiers mots qu'ils disent, puis qu'est-ce qu'il y a dans tout ça. Donc, autre prise de risque. Ici, on a Carl dans le métro. Donc, je vais vous lire son extrait. Donc, Carl, il dit « Oui, j'étais jeune. Je pense que j'avais 13 ans. J'étais avec mes amis. Au début de la journée, comme on sortait de notre pratique de basket, puis je sais pas, on faisait les cons, on a lancé quelque chose dans le trou, sur les rails du métro, vous comprenez? Puis là, on est comme je te donne 100$ si tu vas le chercher. Là, personne ne voulait y aller. So là, le soir, je sais pas. Le soir, c'était arrivé la même affaire. Puis après ça, on a tous fini par sauter. On est allés. Là, comme on trouvait ça cool. Donc, on sautait sur les rails. Hein? On était au métro Côte-des-Neiges, puis là, on voulait courir jusqu'à Université. Ceux qui connaissent, là, c'est assez loin. Là, on a couru, on arrive jusqu'à la moitié, puis on a vu que c'était trop loin. Puis là, on a entendu le métro venir. On est revenu, on a pris le métro, puis on savait que Parc jusqu'à De Castelnau, c'était quand même petit la distance. Dès que le métro est parti, on est sorti du wagon. Dès que le métro est parti, on a commencé à courir. On a couru jusqu'à l'autre station. Donc, vous voyez que ce n'est pas la chose la plus intelligente du monde, mais il y a une recherche de sensations, une recherche aussi de défier les lois, probablement. Ils savent bien que c'est interdit de faire ça, que c'est très, très risqué. Donc, ils se mettent dans le trouble, puis ça peut mal finir. En voiture, Chris, lui, il fait des cascades en voiture. Il dit, on s'achète des boboches à 200$, on les modifie un peu, puis on fait des cascades avec. Il nous explique qu'une cascade était passée dans le journal peu de temps avant. Donc, lui, il était dans sa voiture là, avec un ami, puis un autre ami était dans une autre voiture, puis ils ont fait un accident volontairement, une cascade qu'ils ont filmée juste comme ça. Il y a quelqu'un d'autre, Simon, lui, c'est un artiste, puis lui, il fait des graffitis, mais juste en hauteur, pour qu'on les voit, ces graffitis. Mais en même temps, il prend beaucoup de risques. Donc, la prise de risque, elle peut aller dans plusieurs sens. Hein. Quand on leur a demandé s'ils prenaient des risques lors de leur délit, encore une fois, là, c'était des questions beaucoup plus précises. Et puis, 81,3 % des jeunes associés aux gangs nous ont dit qu'ils ont déjà menacé quelqu'un avec une arme lors d'un vol. 90 % nous disent qu'ils se sont déjà introduits par infraction. Et puis, dans notre ensemble de l'échantillon, 55 % nous disent qu'ils ont déjà été blessés lors d'un délit. Donc, c'est une délinquance grave qui entraîne des conséquences sur eux. Donc, je vous rappelle, au tout début, je vous parlais du trouble de stress post-traumatique. Le fait de vivre un événement et d'être traumatisé, le fait de vivre un événement, puis avoir des séquelles. 81,3 % des jeunes associés aux gangs ont déjà vu quelqu'un se faire poignarder. Donc, ça, c'est un chiffre en général ça fait réfléchir. Nous, ici, on n'est pas 81 % ici, à avoir vu quelqu'un se faire poignarder. Ils sont 56,3 % à avoir déjà vu quelqu'un mourir, 43,8 % à avoir été eux-mêmes poignardés.
là, ça nous montre que dans leur délinquance, qu'est-ce qui se passe réellement pour eux, hein? Ça amène des séquelles. Et quand on les reçoit dans nos services, dans les établissements, des fois, on ne le sait pas, tout ce qu'ils ont vécu. Ne pas savoir tout ce qu'ils ont vécu, mais ça va avec tout un nuage. Hein, eux, ils ont ça qui les hante en même temps. Donc, on a regardé de plus près. Hein, comme je vous disais, on leur a demandé, avez-vous déjà été le témoin ou à faire face à un événement extrêmement traumatique, soit au cours desquels votre propre vie a été mise en danger ou la vie de quelqu'un d'autre devant vous. Puis on leur a posé la question aussi, c'était quoi ce trauma-là? Là? Donc, on a recueilli chez nos 212 participants quand même 164 événements potentiellement traumatiques. Hein. Je vous dis, l'événement n'est pas nécessairement traumatique, c'est ce qu'on en fait qui devient le trauma. Donc, chez ceux associés aux gangs, c'était 95 %, comme ce qu'on retrouve à peu près partout dans la littérature. Mais dans l'ensemble de notre échantillon, c'était plus que 3/4 des jeunes qui nous révélaient qu'ils avaient déjà vécu un événement extrêmement traumatique. Pour la plupart, c'était lié à la délinquance. Il y avait souvent de la violence impliquée, dans quelques cas, une arme. Et pour la plupart du temps, ça l'impliquait soit eux ou une connaissance ou quelqu'un qui le connaissait. Donc, évidemment, on ne développe pas toujours le trouble de stress post-traumatique quand on vit un événement. Donc, eux aussi, c'est la même chose, hein, mais la proportion reste toujours la même. Hein, en fait, les plus délinquants, ils en vivent plus puis ils développent plus de troubles de stress post-traumatique. Donc, si on regarde le point de vue des jeunes, donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, les jeunes, des événements qu'on pourrait qualifier de traumatiques? Hein, parce que c'est nous qui les qualifions de traumatiques au départ. Moi, quand je dis « As-tu déjà vu quelqu'un mourir? » Bien, c'est moi qui le qualifie de traumatique. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils en disent? Donc, c'est là aussi qu'on est allé voir leur verbatim, qu'on est allé leur parler pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, ils sont toujours entre « il y a des répercussions de ça » et « il n'y en a pas ». Donc, toujours dans le fait de « j'y pense pas » ou « ça me revient toujours » et parfois dans le même discours. Donc, on s'aperçoit qu'il y a certaines répercussions de leur délinquance et de la prise de risque. Donc encore une fois, Chris, celui là, qui faisait les cascades, là, mais plus loin dans l'entrevue, il nous parle, il y a un discours très contradictoire. Et là, je vous le lis pour vous montrer que des fois, il ne faut pas juste se fier à la première réponse que nous donne un jeune, mais c'est dans le... Puis ça rejoint un peu la conférence qu'on avait plus tôt, que des fois, ce n'est pas juste une cote, hein, mais c'est qu'est-ce qu'on comprend au-delà de la cote qu'on donne à un comportement. Donc, Chris commence par nous dire qu'il n'a jamais été traumatisé, lui, des risques qu'il a pris. Là, c'est la première chose qu'il nous répond. Il dit « Non, moi, j'ai toujours, ça fait bizarre, mais toutes les fois qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé, puis j'ai vraiment été en danger, comme, mettons, quand je me suis fait piquer ou quand j'ai failli me faire tirer dessus, ou ce genre d'affaires-là, après, soit le stress puis l'adrénaline ne sont plus là, puis après, j'en ris. Je trouve ça super. » Il dit qu'il n'y repense plus. Je me dis que j'ai survécu, puis que c'est une autre journée qui va commencer demain. Un petit peu plus tard, on parle de son délit, tu sais. On parle de son délit qui est très, très grave, hein, puis qui l'a mené à être pris en charge. Il dit, comme je te dis de ça, là, de son délit, j'ai toujours eu des flashs de cette personne. J'ai jamais voulu lui faire ça, puis ce qui est arrivé, j'ai jamais voulu que ça arrive. Je sais pas comment c'est arrivé. C'est sûr que je suis entrée par ça, c'est sûr. J'y pense toujours. Je fête la fête de ce délit-là. Je me remémore la journée que c'est arrivé. Je me le remémore dans ma tête, puis je fais quelque chose de spécial tout le temps. Parce que ça fait 2 ans que c'est arrivé. Puis à chaque fois, je fais quelque chose de spécial en son honneur. L'année passée, j'ai duré 1 semaine sans parler à personne. Je n'ai pas dit un mot de la semaine, puis ça a été. Il se dit, je sais que je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. Les gens, ils vont se rappeler de ça aussi. Il nous dit qu'il se sent impuissant, que ça ne va jamais s'effacer, qu'il ne pourra jamais oublier ça, puis qu'il n'y a pas le choix d'apprendre à vivre avec. Donc, il nous dit qu'il n'a pas été traumatisé, mais en même temps, tout ce qu'il nous décrit, c'est que ça l'affecte énormément tout au cours de sa vie. Puis, on peut comprendre donc que ça prend beaucoup, beaucoup de place. Donc, son discours qui nous dit qu'il n'a pas été traumatisé, mais par contre, ne pas parler pendant 1 semaine, c'est majeur. Hein? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que ces jeunes-là, ils prennent tant de risques? Hein? Bien là, je vous ai mis une petite photo là, du métro. Hein? Donc, cette recherche d'adrénaline, hein,
Cette recherche d'adrénaline, ce sentiment de toute puissance et cette recherche de sensation, elle s'exprime comme ça chez ces jeunes. Mais ce sentiment de toute puissance, je vous ramène à un ado normal. Je vous ramène à un ado qui se développe. Si vous n'avez à la maison, vous le savez. Les adolescents, ils se sentent tout puissants. Ça fait partie de l'adolescence, ça fait partie de comment un adolescent normal se développe. Chez un jeune contrevenant aussi, il y a ça, ce sentiment de toute puissance, mais c'est comme si les moyens de rechercher les sensations et les moyens d'avoir l'adrénaline à sa portée sont beaucoup plus graves et lourdes de conséquences sur qu'est-ce qui peut y arriver plus tard. Donc, la cascade en voiture, le fait aussi de défier l'autorité policière, ça en fait partie aussi. On dénote aussi qu'il y a des erreurs de jugement, hein, puis un manque d'introspection flagrant chez ces jeunes délinquants. C'est comme s'ils ne voyaient pas tout ce qui pouvait leur arriver, notamment, et puis ils ne voyaient pas non plus qu'est-ce que ça peut leur arriver et qu'est-ce que ça peut leur faire. Et même, il y a un manque d'introspection aussi sur qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont vécu jusqu'alors dans leur vie. Plusieurs banalisent la violence dont ils ont été victimes depuis leur plus tendre enfance, puisqu'ils ont été élevés dans un tel contexte. Et cette violence-là caractérise donc l'ensemble de leur vie jusqu'à présent. Et ils ont l'impression, pour plusieurs, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils ont le sentiment de ne pas pouvoir faire autre chose et ne pas pouvoir savoir comment s'en sortir. Donc, la perception des risques est plutôt altérée. J'ai un autre extrait là, de quelqu'un qui nous a déjà dit avoir vu des gens mourir ou aller en prison, lui aussi, avant d'entrer dans le gang. Mais ce qu'il voulait faire, mais ça ne l'a jamais arrêté parce qu'il voulait vraiment avoir de l'argent. Il voulait une Camaro, lui aussi. Il croyait qu'il serait un des seuls à jamais se faire pogner, même si tout le monde finit par se faire pogner. Il dit « Je ne comprends pas ça jusqu'au jour où ça t'arrive. » Donc, c'est ça. Puis il dit que lui, quand il vit des choses, par exemple, quand il vole des gens dans le métro, il dit comme quand il y a quelqu'un dans le métro, il est là comme ça, tu prends son affaire puis tu cours. Comme j'ai eu peur déjà qu'il y ait des policiers, mais je l'ai fait quand même. Il nous dit, moi, ce que je ressens puis ce que ça m'apporte, c'est beaucoup plus grand que le risque que je vois. Donc, il fait un calcul coût-bénéfice, en fait, mais ce calcul-là est pas bon. Hein? C'est comme il n'y a pas la bonne équation. Donc, la peur de mourir, hein? On se dit, mais voyons, ils n'ont pas peur de mourir. Mais c'est aussi ça, la banalisation de la violence. C'est aussi ça, le contexte qui devient si lourd quand tous les pères font la même chose. Quand tous ceux qu'on a alentour de nous font la même chose, mais il y a une banalisation qui s'installe. Excusez-moi. Donc, Alexandre qui nous parle d'un accident d'automobile lors d'une fuite, qui nous dit que c'était traumatisant, mais c'était drôle en même temps parce que moi et mes chums, on a trouvé ça drôle. L'accident d'auto, c'est une des affaires que j'ai eu le plus peur dans ma vie. Ça, sérieusement, c'est l'affaire que j'ai eu le plus peur. J'étais sûre de mourir. Au début, il nous dit qu'il trouve ça drôle, puis ensuite, il nous dit qu'il a peur de mourir. Donc, cette peur de mourir ne les empêche pas d'avoir le sentiment qu'ils n'ont pas le choix de continuer, qu'ils n'ont pas d'autres options. Que nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est aussi leur offrir de l'espoir, leur offrir d'autres opportunités, leur offrir, miser sur leurs forces, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent développer. Donc, ils ont peur, mais ils continuent. Julien nous dit « Mon cœur battait fort, j'aurais pu mourir. » C'est une grande peur pareil, mais après ça, tu es correct. C'est pas mal ça. J'ai pas trop peur, je suis pas quelqu'un qui a trop peur. Il en parle souvent. Hein? Des fois, après un moment, tu as peur, mais après ça, tu te dis, c'est correct, je vais bien dormir ce soir, je ne suis pas encore mort. C'est très triste quand on lit ça, je ne suis pas encore mort. Georges nous a même dit que lui, il ne veut pas parler de pourquoi il a peur, parce qu'il refuse d'être une victime. Mais probablement que quand on regarde l'histoire de vie de Georges, il a malheureusement souvent été victime aussi jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Les intervenants, donc, en réadaptation, en réinsertion sociale, donc les intervenants qui œuvrent auprès des jeunes contrevenants, ils doivent intégrer la prise en compte de la détresse psychologique, donc des symptômes psychologiques de comment le jeune se présente devant nous, puis pas reposer uniquement sur l'acquisition de compétences sociales adéquates. Ce que je veux dire par là, c'est que les jeunes dans les établissements, on leur enseigne à avoir de bonnes compétences sociales parce que souvent, ils n'en ont pas. Hein? Ils ne savent pas
qu'est-ce qu'il faut faire dans des contextes sociaux, puis comment se comporter adéquatement. Mais plusieurs nous apprennent ces compétences sociales, mais quand il y a des symptômes psychologiques qui persistent, c'est comme si ça venait entraver finalement le fait que ces compétences sociales s'accrochent réellement et s'ancrent dans la personne. Donc, ça vient jouer sur la réceptivité, hein, ce qu'on appelle la réceptivité. Donc, ça a certainement des impacts sur toute la réinsertion. L'exemple que je donne toujours, c'est imaginer ce jeune là, qui nous explique que lui, quand il s'est fait arrêter, il a vu son meilleur ami se faire tuer à ce moment-là. Il a été en centre, on s'est bien occupé de lui, il a appris les bonnes compétences sociales, on lui a donné les meilleurs programmes de réinsertion, etc. Mais que quand il retourne dans son quartier, il recroise ceux qui ont tiré son ami, ou il retourne à côté du même parc, ça l'amène des reviviscences. Il est beaucoup plus à risque de se réarmer et donc de récidiver, de retourner. Donc, s'intéresser à leur santé mentale, puis leur offrir donc des interventions qui vont s'intéresser à eux, à qui ils sont aussi de façon plus personnalisée, c'est certainement s'assurer qu'il y a une meilleure réceptivité spécifique. En même temps, on doit considérer les conséquences, donc les impacts, après l'exposition à des événements traumatiques. Donc, ce n'est pas l'exposition aux événements traumatiques qui devrait susciter notre intérêt, mais c'est bien qu'est-ce que ça a comme impact chez la personne. Et là, c'est un gros défi parce que les événements traumatiques, ils viennent nourrir notre imaginaire. Ils nous intéressent. C'est particulier, hein? Quand quelqu'un alentour de vit un événement extrêmement traumatique ou quand il y a un trauma, on a comme un genre de curiosité à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les faits. Mais en fait, le qu'est-ce qui s'est passé dans les faits, il n'est peut-être pas si important que ça. Ce qui est important, c'est quelle est la conséquence chez le jeune. Comment ça va venir entraver son adaptation? Comment ça va venir influencer les symptômes là, qu'il y en a? Comment, lui, maintenant, il y a des déclencheurs qui arrivent qu'il n'y avait pas avant? Donc, l'événement en soi ne devrait pas nous intéresser tant que ça. Donc, parmi les jeunes délinquants, les délinquants qui font partie d'un gang de rue, ce qu'on a appris avec notre étude, ils semblent vivre davantage d'événements potentiellement traumatiques. Ces événements, en général, quand on allait les regarder dans le détail, ils étaient plus graves, plus violents, puis ils étaient plus liés à leur délinquance. Donc, les plus délinquants, c'est eux qui vivent les événements les plus graves, les plus violents, mais c'est aussi eux qui se présentent comme étant les plus durs, hein, et les moins atteints et les moins victimes. Donc, il y a un paradoxe là qui semble s'installer. Donc, notre recherche démontre qu'une exposition à la violence, il y a vraiment une exposition à la violence perpétrée par les jeunes délinquants. Donc, ils ont grandi dans un milieu dysfonctionnel, puis ils semblent adopter un mode de vie qui tend à les exposer à des événements qui tendent à aggraver leurs problèmes de santé mentale. Donc, probablement que la délinquance semble venir augmenter les difficultés psychologiques. C'est pas juste le fait de présenter des troubles de santé mentale qui vient augmenter notre prédisposition à devenir délinquant, à s'associer à des pères antisociaux, mais l'inverse est aussi vrai. Le fait de continuer dans de la délinquance fait en sorte qu'on s'expose puis on vient avoir des problèmes de santé mentale qui sont plus graves et plus persistants. Le petit schéma très simple là, que j'ai imaginé, bien, on peut comprendre que ces jeunes-là, par exemple, ils vivent des situations qui occasionnent un stress élevé tout à travers leur vie. Donc, ces situations sont liées aussi à la prise de risque. Prenons, par exemple, quelqu'un qui vend de la drogue, tu sais. Donc, c'est assez stressant. Moi, j'aimerais pas ça faire ça. J'aurais peur de toutes sortes de choses qui pourraient m'arriver. Donc, il y a un stress élevé. Ça entraîne une prise de risque parce que là, il faut se cacher. Je suis peut-être exposée, je suis peut-être pas sur le bon territoire, je ne sais pas. Tout ça fait en sorte qu'on est confronté à plusieurs événements de vie violents là, qui se perpétuent, qui nous amènent à banaliser la violence dans laquelle on est puis à penser que c'est toujours comme ça, la violence. On a un jeune qu'on a rencontré qui a dit à notre auxiliaire de recherche là, qui faisait l'entrevue avec lui, puis il demandait, « Bien, voyons, toi, tu n'as pas eu peur là, quand tu as braqué ton arme au dépanneur devant la personne? » Il a dit, « Bien, tu sais, on peut tous mourir, là, toi, tu pourrais mourir en traversant la rue. » Donc, il y a comme une banalisation de la violence, puis il y a l'impression que tout le monde fait ça.
Donc, cette banalisation de la violence les amène à se mettre dans des conditions de vie qui vont être difficiles, etc., et qui va occasionner donc beaucoup de stress à travers la vie. Donc, quelles sont les pistes de solution? Bien, la première piste de solution qu'on avait, c'était le dépistage de la santé mentale. Donc, dépistage à la base, il y a quelques années, on ne dépistait pas la santé mentale. Moi, j'ai été chercheur d'établissement pendant 8 ans au Centre jeunesse à Montréal. Puis, on ne dépistait pas la santé mentale dans les institutions pour jeunes contrevenants. Donc, on savait qu'ils présentaient probablement des troubles, mais on ne dépistait pas. Donc, maintenant, il y a plusieurs régions à travers le Québec qui ont implanté le MESI 2, qui est, c'est pas comme ce qui vous a été présenté tantôt, mais que c'est bien un outil de dépistage, 52 items, oui, non, où ça nous donne juste des zones là, de risque. Donc, ça ne nous dit pas si quelqu'un a des symptômes de santé mentale réellement. Ça nous dit juste, ouais, ce jeune-là, il est plutôt colérique, hostile, il faudrait aller l'évaluer plus en détail. Donc, en fait, c'est comme une passoire là, où on passerait la plupart des jeunes. Puis, ce qu'on veut avoir, c'est plus des faux positifs que des faux négatifs. Donc, ça ne nous dérange pas de dire que quelqu'un a peut-être un problème, finalement, qu'on l'évalue plus, il n'y en a pas. Mais on veut être sûr que personne ne passe à travers les mailles du filet. Donc, le MESI 2, là, vraiment, dépister la santé mentale, c'est une des premières étapes. Il y a d'autres milieux maintenant qui l'utilisent aussi. Des organismes communautaires, par exemple, qui s'occupent de jeunes auteurs d'agressions sexuelles, vont administrer le MESI 2 parce que ça l'oriente un peu leur intervention, ça leur permet de connaître rapidement un jeune. Puis, dépister les situations potentiellement traumatiques, ça, c'est un « attention, attention ». Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé du danger d'aller dans le détail de c'est quoi l'événement traumatique. En fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut voir, est-ce que le jeune qu'on a devant nous, il semble avoir des séquelles et des symptômes associés à un événement traumatique ou un trauma complexe qu'il aurait vécu dans son enfance? Est-ce que lui, il y a des éléments dans sa vie qui semblent être des déclencheurs, donc, puis qui peuvent l'amener à être, par exemple, hyper vigilant ou moins réceptif à des interventions? Des jeunes, par exemple, qu'on voit qui ne veulent pas participer à des activités de groupe, puis on se dit, coudonc, il fait-tu juste s'opposer? Ben non. Peut-être que des fois, il s'est passé quelque chose dans sa vie où quand lui est en groupe, ça s'est mal passé. Puis lui, le fait d'être en groupe, c'est d'être dans une plus grande vulnérabilité, par exemple. Donc, vraiment s'intéresser aux conséquences qu'il peut y avoir de situations qu'il aurait pu vivre au cours de sa vie. Donc, prendre en compte, dans ce sens-là, les traumas dans l'intervention. Les pratiques centrées sur le trauma, en fait, ça pourrait, selon les récentes études aux États-Unis, diminuer même le risque de récidive parce que ça permet une meilleure réceptivité des jeunes. Ça pourrait augmenter l'efficacité de nos interventions. Et en général, on ne croit pas qu'on fait tort si on considère que tout le monde pourrait avoir vécu un trauma dans sa vie et prendre soin de tout le monde comme si tout le monde a vécu un trauma dans sa vie. Les jeunes contrevenants, je vous ai dit, la plupart ont déjà vécu un trauma dans leur vie. La plupart, c'était avant l'âge de 5 ans. Donc, prenons pour acquis qu'ils ont certainement une vie difficile. Essayons de comprendre qu'est-ce qu'ils font en ayant en tête qu'ils ont été des enfants avant d'être des adolescents contrevenants. Je me suis rendu compte avec le temps que quand je parle plus de trauma, de plus en plus, j'ai tendance à plus parler du jeune contrevenant puis du jeune délinquant, mais je parle de l'enfant qu'il y avait en arrière. Fait que ça, c'est peut-être une piste d'intervention de se dire, c'était qui cet enfant-là? Ça nous aide à comprendre où il en est maintenant. Donc, favoriser des relations de confiance aussi chez ces jeunes, avec des parents, avec d'autres adultes significatifs. On sait que souvent, ils ont été confrontés à des adultes qui auraient dû prendre soin d'eux, mais qui n'ont pas pris soin d'eux. Donc, vraiment travailler la confiance, le fait qu'on peut être en confiance avec des adultes. Donc, c'est certainement nécessaire d'adopter un nouveau regard où on s'intéresse aux expériences vécues par les jeunes qui doivent être considérées dans l'ensemble de nos interventions pour élargir les perspectives et comprendre l'ensemble des manifestations comportementales qu'on a devant nous, dont celles délictuelles des jeunes contrevenants. Donc, on s'intéresse à l'attachement précoce, aux ruptures au développement. Puis quand on voit le programme aujourd'hui, je pense qu'on est tout à fait là-dedans aussi. Donc, il y a plusieurs défis liés au contexte d'intervention auprès de jeunes contrevenants. C'est une clientèle très difficile. Moi, vraiment, tout le monde qui œuvre auprès des jeunes contrevenants, ils ont beaucoup d'admiration de ma part. C'est une clientèle difficile qui demande un investissement très grand, puis que des fois, ne rapporte pas tant que ça au niveau émotif là, quand on est sur le terrain avec eux.
Donc, ce sont des jeunes qui sont connus des services. Ça, c'est un autre point. Ce serait nécessaire, essentiel, de connaître leur antécédent en protection de la jeunesse à ces jeunes-là et que les deux systèmes puissent se parler peut-être de façon mieux, surtout moins étanche, qu'on puisse... Ce jeune, il n'a pas à raconter 45 000 fois son passé qui a été négligé, qui a été abusé. C'est un retraumatisme qu'on lui impose toujours. Le roulement de personnel est certes aussi un enjeu majeur. On veut établir une relation de confiance. Donc, évidemment, le roulement de personnel, c'est un enjeu majeur. Il y a plusieurs pistes de recherche que je vous épargne. Et voilà, merci de votre attention.